De l'acquisition d'audience à l'analyse de données. Et en préambule, je vais vous parler des choses dont je ne vais pas parler. C'est tout à fait logique. Il n'y en a que deux, ça va aller vite. La première, c'est que ça va paraître incongru, mais je vais essayer de parler en français. Donc je vais laisser de côté tous les acronymes anglo-saxons qui ont parfois tendance un peu à masquer la réalité. Et puis la deuxième chose par rapport à ce préambule, c'est que je ne vais pas parler de marketing web, parce que ce n'est pas mon métier, et je ne sais franchement pas encore exactement en quoi ça consiste, ni ce que c'est. Donc je vais me contenter de vous parler de l'acquisition d'audience et de l'analyse de données. Ça continue, alors je vais vous le lire. Les 5 minutes qui vont suivre, je prie les professionnels de la profession de m'en excuser, c'est quelque chose qu'ils connaissent par cœur normalement. Mais il faut que j'explique un petit peu, au moins dans le principe et dans les largeurs du fonctionnement, à ceux qui ne le savent pas, et on est là pour ça. Notre activité est divisée en 3 acteurs, donc c'est une relation à 3 que la morale ne réprouve pas, celle-là, normalement, pas toujours. Dans ces 3 acteurs, il y a d'un côté l'offre d'information. Dans ces cas-là, on parlera du site web, alors tout simplement du site web en tant que média. On reviendra un petit peu plus loin sur la notion de média. En bout de chaîne, au début de la chaîne comme on veut, on trouvera la demande d'information, qui est en fait une formulation d'intention vers un moteur de recherche, donc c'est notre utilisateur. Et entre la demande d'information et l'offre d'information, on trouve un intermédiaire, celui qui capte la demande d'information et qui la redistribue à l'offre d'information. Évidemment, le jeu, c'est d'arriver à comprendre à peu près comment l'intermédiaire s'y prend pour redistribuer l'offre, la demande, je vais y arriver, et quels sont ses critères pour le faire. C'est en fait ce qu'on ne sait pas, parce que si on parle de Google en tant qu'intermédiaire et moteur de recherche, il faut admettre qu'ils ont les meilleurs ingénieurs du monde dans la matière et que leur but à eux est de masquer les effets de causalité qui permettraient d'identifier exactement leurs critères de redistribution de la demande d'information. Autant dire que dans notre métier, en réalité, on ne sait pas grand-chose. Alors, si on fait un petit zoom... c'est une façon de parler. Si on laisse de côté l'offre d'information et qu'on se focalise sur, d'un côté, le moteur de recherche et l'utilisateur pour essayer d'en dégager les principales caractéristiques, on va trouver, d'un côté, sur le moteur de recherche, l'utilisation d'un langage binaire qui, a priori, va s'opposer au langage naturel que nous, en tant qu'utilisateurs, avons l'habitude de pratiquer quand nous formulons une intention au moteur de recherche. Alors, le langage binaire, c'est assez simple, c'est des séquences de 1 et de 0. C'est ça qui s'appelle binaire. Dans ces cas-là, on dira que c'est des bits, et que c'est au départ, ça s'appelle diginary bit. Alors, ça a été inventé dans les années 50 par un chercheur qui voulait faire un modèle d'interprétation des mouvements sismiques suite aux attaques nucléaires. On peut tout recycler ou presque. Ce langage binaire, c'est ce langage qui est utilisé par les algorithmes. Alors les algorithmes qui, eux, sont simplement des séquences de calcul, des suites d'instructions données qui doivent aboutir à un résultat. Et ces algorithmes sont faits à partir de modèles mathématiques. Et ces modèles mathématiques se divisent en 2 grands groupes. D'un côté, la stochastique, pour les probabilités, et de l'autre, les statistiques. En vrai, ce point est important parce que le moteur de recherche, au final, qui est une suite d'algorithmes, ne fait jamais qu'utiliser soit des modèles mathématiques probabilistes, soit des modèles mathématiques statistiques. Et on pourrait voir par la suite qu'il a plutôt tendance à faire des probabilités sur l'hypertexte et des statistiques sur les textes. Voilà pour l'intermédiaire.
À peu près, très sommairement, évidemment. Comme je vous ai dit, on ne sait rien ou presque. De l'autre côté, on a un utilisateur qui, lui, est humain. Donc on a une relation homme-machine. Et dans cette relation homme-machine, l'utilisateur formule ses intentions avec son propre langage naturel. Ce qui est assez complexe, en réalité, on le verra, puisque ce langage naturel est par définition opposé au langage binaire. Alors pour la petite histoire, le langage binaire, il provient d'une logique qu'on appelle une logique du tiers exclu. Donc c'est les Grecs dans l'Antiquité qui ont inventé ça, ça a été formalisé par Aristote, et ça a fini par s'appeler la syllogistique. Notre langage est par définition opposé à toute forme de tiers exclu. On verra plus tard que dans le tiers exclu, dans le langage binaire et dans un algorithme, on va éliminer tout ce qui est différent de 1 ou de 0. On va éliminer tout ce qui n'a pas de réponse. On va éliminer la confusion, on va éliminer le doute. On va éliminer l'espoir. Et on va éliminer l'ambiguïté aussi. Et pourtant, même si cette ambiguïté demeure et continue d'exister, l'algorithme va l'effacer. Je vous prends un exemple simple avec le langage naturel. Si je vous prends le mot sardine. Le mot sardine, tout seul, n'a pas de sens, ou il en a trop. Il a besoin d'une phrase qui va être son contexte, dans lequel on peut l'interpréter et dans lequel on peut le comprendre. Si je dis le mot sardine à un moteur de recherche, je peux très bien me retrouver à essayer de fixer ma tente avec des poissons. C'est un problème. A contrario, si je vais à la pêche, je peux très bien, malheureusement de nos jours, remonter une petite tige en acier courbé qui me permettrait de fixer une tente. C'est un autre débat. Donc, à partir de ce langage naturel, alors pour le détail, le langage naturel, si on passe à la partie sémantique du langage naturel, ce qui fait notre caractéristique humaine vis-à-vis de la sémantique, c'est que ce qui fait sens, ou ce qui permet de donner une signification, dépasse même le cadre du langage. Si par exemple, je vous fais un clin d'œil et que je dis que dans cette salle il y a une jolie sardine, tout le monde va me comprendre. Mais le moteur de recherche, en aucun cas. Moi, vous pourrez me dire que c'est une approche peu subtile. Voilà, c'est la différence entre nous et les moteurs de recherche. C'est que nous, on se comprend. Donc, cette couche sémantique du langage naturel, le moteur de recherche n'y a pas accès. Il va pouvoir accéder à différentes couches, sans aucun problème, des couches grammaticales, syntaxiques, morphosyntaxiques, tout ça il peut le faire. La couche sémantique, non. Pas encore. Ceux qui prétendent que c'est possible, soit se trompent, soit mentent. Dans la couche sémantique, en tout cas on va s'adresser à une discipline qui s'appelle, elle, la linguistique. Et en linguistique, la sémantique, c'est ce qui relève du signifié, et pas du signifiant. Et ça depuis Saussure, donc depuis le début du XXe siècle. Donc tout ça, cette partie-là, le moteur va l'ignorer. Donc on se retrouve bien confronté à deux disciplines qui sont assez fortes et assez présentes, qui sont d'un côté les mathématiques, et de l'autre la linguistique. Et ces deux disciplines vont être complétées par une autre discipline, toujours dans cette relation à trois non réprouvée par la morale publique, qui sera l'informatique. Et donc, nous aurons un triptyque, informatique, linguistique, mathématique, pour traiter une problématique, une autre relation à trois, qui sera la demande d'information, l'offre d'information et l'intermédiaire entre l'offre et la demande. Vous voyez pourquoi je n'entends rien de mon côté au marketing. Poursuivons. Je reprends tout à zéro. Pour finir de dresser le tableau, on peut avoir à peu près deux grandes approches. Quand c'est ça, c'est que je suis hors champ. Pardon. On peut avoir deux grandes approches. Dans une première approche, je l'ai mise en haut à gauche un peu effacée,
c'est ce qu'on fait de moins en moins dans notre métier et dans notre activité, c'est d'avoir une opération linéaire, avec un début et une fin, autrement dit, le début c'est le devis, la fin c'est la facture, et puis merci, au revoir, et on se quitte bons amis. C'est de plus en plus compliqué de procéder comme ça en acquisition d'audience ou en analyse de données. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Google s'améliore en fait. Voilà. Donc, et qu'il y a aussi beaucoup plus de concurrence. Enfin, pas pour Google, pour nos clients. Donc on est plutôt sur un schéma aujourd'hui de cycle. De cycle qu'on appelle le cycle d'optimisation continue. Parce qu'on n'a jamais fini de bien travailler. Des fois on ne travaille pas aussi bien qu'on voudrait. Ah, je veux bien la bouteille d'eau s'il vous plaît. Et dans un schéma en cycle, ça nous permet de travailler sur la notion de feedback. La notion de feedback, c'est-à-dire la notion de rétroaction. C'est pour ça qu'on va parler de rétro-ingénierie aussi. Alors la notion de rétroaction ou la notion de feedback, ce n'est pas du tout un terme à la mode Transmédia 6.0. C'est un terme qui est apparu dans les années 40, qui a été beaucoup développé même en amont par les théoriciens de l'information type Shannon. Et la notion de feedback et rétroaction est au cœur de l'invention de la cybernétique. La cybernétique qui elle-même est au cœur des possibilités d'invention d'Internet, du numérique, des réseaux, des données numériques, etc. Alors, en deux mots, le feedback a été développé par Norbert Wiener, qui est l'inventeur officiel de la cybernétique, qui est donc cette branche de la science de l'information. Alors lui aussi dans son contexte, puisqu'au départ, Norbert Wiener est un ingénieur qui a travaillé durant la Deuxième Guerre mondiale à une batterie anti-aérienne capable et basée, qui avait un modèle mathématique permettant d'anticiper le comportement d'un pilote d'avion se sachant pour chasser. Et donc il est le premier à conceptualiser et à mettre en œuvre des systèmes d'information qui englobe la relation homme-machine. Et donc ça, c'était impossible, sauf à développer parfaitement dans un cycle la notion de feedback et de retour et de rétroaction. En réalité, pour l'heure, si nous sommes là aujourd'hui, c'est d'une certaine manière, c'est pas forcément agréable à dire, mais c'est qu'on doit beaucoup à la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà pour ces approches en cycle. Ensuite, voilà, je suis vraiment désolé. I-N-V-E-S-T-I-S-S-E-M-E-N-T. Normalement, vous avez 10 sur 10. On va venir accoler à cette notion de cycle les notions, par exemple, d'acquisition et les notions d'analyse. Mais on est dans une société capitaliste, ça va forcément représenter quelque part un investissement. Alors soit c'est de l'investissement, soit c'est du fonds perdu. On peut travailler à fonds perdu aussi. Mais en général, on préfère investir. Donc qui dit investir dit retour sur investissement. Or, pour avoir un retour sur investissement, il faut avoir un objectif. Le problème est dans le cadre d'un cycle acquisition-analyse, c'est de mesurer l'objectif, c'est de rendre quantifiable l'objectif. Si je ne quantifie pas l'objectif, je n'aurai jamais d'investissement. En tout cas, pas de manière à pouvoir s'inscrire dans la pérennité d'une optimisation continue. Ou en tout cas, je n'ai pas trouvé encore comment, personnellement. Donc, et on va avoir une série d'objectifs mesurables, quantifiables, qui vont se trouver liés et accolés. Avec d'un côté, par exemple, l'investissement, qui va porter en premier lieu effectivement sur l'acquisition de l'audience. Et à la fin, l'objectif mesurable, qui lui va se porter sur l'analyse
de l'audience. Et l'analyse de l'audience, ça va être essentiellement l'analyse d'un comportement. Toute la question est de savoir quel type d'objectif mesurable on peut accoler à un comportement humain pour faire en sorte qu'à la fin, on ait réellement un retour sur investissement. Et le problème qui va se présenter à partir de là, c'est de se dire, oui, alors, l'acquisition technique d'un côté, on va avoir un langage très particulier, on va avoir des serveurs, on va parler de machines, on va parler d'URL, on va parler de protocoles, des protocoles HTTP, on va parler de balise title, on va parler de liens, on va parler de plein de choses comme ça. Et de l'autre, d'une manière assez hétérogène quand même, on va se retrouver avec un comportement, avec un taux de rebond, avec un nombre de pages consommées, avec des actions transformées ou pas, des conversions, avec des taux de conversion et quelque chose qui sera directement lié au comportement humain. En réalité, l'hétérogénéité de tout ça n'est qu'apparente. Après tout, l'analyse du comportement humain, et Google, Facebook le démontrent parfaitement, est tout à fait réductible à des 1 et à des 0. Alors, pourquoi pas, si Google peut le faire, tout le monde peut le faire, presque. Je plaisante. Donc l'idée, ce serait plutôt davantage d'obtenir des jeux de données numériques et de les croiser entre eux. Sauf qu'avant de faire ça, il y a des étapes obligées en termes d'acquisition d'audience sur le plan technique. Il y a une suite de prérequis qui, si cette suite n'est pas respectée, ne vous donnera absolument aucun résultat. Mais aucun. C'est presque garanti. Les étapes sont les suivantes. La première étape consiste à faire en sorte que le moteur de recherche connaisse l'existence de l'offre d'information. Autrement dit, que le moteur connaisse le site web. On appelle ça crawler. C'est assez laid. C'est comme ça. La deuxième étape, après la prise de connaissance, c'est de savoir comment le site sera indexé par le moteur de recherche. Parce que vous avez remarqué, quand on fait une requête dans le moteur de recherche, Google, l'affichage est quasiment instantané en termes de résultats de recherche. Pourtant, il a un index absolument colossal. On peut pas imaginer derrière que pour une requête, il y a 2000 machines qui parcourent tout l'index pour remonter votre résultat de recherche. Donc l'index est subdivisé en beaucoup d'index différents. Certains appellent ça des clusters. Et si vous arrivez dans une mauvaise partie de l'index, il y a de fortes chances pour que l'offre d'information ne soit pas cohérente avec la demande d'information. Alors, je prends un exemple. La sardine. La sardine, si je vends des sardines pêchées tôt le matin et mises en boîte ensuite, et que j'arrive sous le résultat de recherche avec le site Decathlon qui fait une promo pour fixer les tentes, il y aura un problème d'indexation. C'est-à-dire qu'il va falloir aider évidemment le moteur de recherche à désambiguiser son corpus sémantique, c'est-à-dire que lui ne fait que des statistiques sur les textes. Vous avez vu, il ne comprend rien à un texte. Donc il va falloir lourdement l'aider à désambiguiser la totalité du corpus sémantique et à l'inviter, voire à le diriger pour nous classer dans la bonne partie de l'index, dans celle qu'on suit. La troisième étape, ça va être d'apparaître dans les résultats de recherche. Le résultat de recherche, et maintenant on ne peut pas faire autrement, c'est être vu, c'est exister. Le résultat de recherche, ça va être une suite de positions. Alors ça, bon, effectivement, tout le monde connaît, ça doit être l'acquisition d'audience des débuts, où on imaginait que la finalité de l'acquisition d'audience, c'était d'avoir une position dans un résultat de recherche. C'est plus trop ça. Disons que cette vision de l'acquisition d'audience est assez obsolète et a été un petit peu dépassée par les événements. Il faut quand même continuer à prendre le train en marche. L'autre étape,
après la visibilité dans un résultat de recherche, ça va être tout simplement de transformer la personne qui cherche une information en visiteur du site. Transformer le visiteur du site, transformer l'utilisateur en visiteur, c'est commencer déjà à l'inviter à faire une action particulière que vous attendez de lui. Alors vous voulez lui vendre par exemple une boîte de sardines, vous voulez lui vendre n'importe quoi, c'est la première étape. Et la fin de tout ça, c'est la conversion. Est-ce que, effectivement, la finalité du site correspond bien à l'action que vous voulez faire mener au visiteur? Alors, ça peut être un abonnement à une newsletter, ça peut être d'acheter une boîte de sardines, ça peut être de s'être abonné à un flux RSS, ça peut être beaucoup de choses, peu importe l'objectif que vous décidez, tant que vous décidez d'un objectif en réalité et que vous puissiez adosser à cet objectif un taux de conversion. Et vous saurez si l'investissement valait le coup ou pas. Donc ça, c'est les étapes obligatoires. J'en connais pas moins, personnellement. Et on aurait tort d'imaginer, par exemple, essayer de passer directement à l'aspect visibilité dans un résultat de recherche en négligeant les phases précédentes. De même que la conversion en elle-même ne sera possible que si toutes les autres étapes ont été bien réalisées auparavant. Mais ça nous donne déjà une piste, et ça devient intéressant. Parce qu'en fait, ces étapes-là peuvent se transformer en arbres de décision. Qu'ils sont binaires, soyons binaires. On peut tout à fait réaliser une suite d'objectifs opérationnels qui vont correspondre donc à des états binaires, soit 1, soit 0. À partir de là, la première phase, elle est bien remplie, ou elle n'est pas remplie. Et ainsi de suite. Alors ce qui est intéressant avec un arbre de décision, c'est que c'est exactement ce qui est utilisé en informatique par les algorithmes. Et il y a plusieurs formes d'algorithmes possibles. Enfin, la base, c'est de lui faire suivre une séquence d'instructions, validée ou pas validée à chaque étape. Alors ceux qui font de la programmation voient déjà le coup venir sûrement, puisque à partir du moment où on possède un arbre de décision, on peut aussi créer un algorithme qui va réaliser ou exécuter la vérification de toutes les branches de l'arbre. Si je reviens au début. Alors je vais continuer à faire la lecture. Si maintenant je vais chercher des données, je vais essayer de recueillir des données dans un premier temps avant de pouvoir les traiter ou les organiser entre elles. On a bien toujours l'offre d'information. Ça ne bouge pas. L'offre d'information, elle va se caractériser par exemple par des URL. Elle va se caractériser par du texte et de l'hypertexte. On peut avoir un jeu de données, c'est le bloc URL. L'autre jeu de données, le bloc texte, l'autre jeu de données, le bloc hypertexte. L'intermédiaire, c'est ce qu'on a vu auparavant. C'est qu'il faut qu'il prenne connaissance des URL du contenu, il faut qu'il procède à la phase d'indexation, et au final, qu'on soit visible au niveau des positions dans les résultats de recherche. Ça nous fait 3 jeux de données supplémentaires. Et enfin, sur la demande d'information, on peut évaluer un potentiel. Toutes les requêtes n'ont pas le même potentiel, toutes les formulations d'intention n'ont pas le même potentiel. Par exemple, chaussures de sport doit être beaucoup plus recherchée que SEO Camp Bordeaux. Tant pis, c'est comme ça. Ensuite, vous aurez une audience, ça vous disposez d'un jeu de données qui correspond exactement à l'audience. Vous pouvez très bien collecter ces données-là. Et enfin, vous avez aussi un jeu de données qui va correspondre à tout ce qui sera conversion. Le ratio, par exemple, conversion-audience, va vous donner des éléments intéressants dans le rapport, dans la proportion. Plus le rapport est élevé, a priori, meilleur est votre retour sur investissement. Donc,
C'est assez simple. On peut complexifier aussi tout ça, mais j'ai besoin de rester simple. Au final, on a URL, texte, hypertexte, crawl, indexation, position, potentiel, audience, conversion. Maintenant, on pourrait très bien imaginer un petit peu formaliser la chose. Ça ferait ça. C'est juste un tableau, c'est juste une petite matrice dans laquelle on retrouve toutes les possibilités de croisement, et des croisements binaires. Il suffit de faire une multiplication, a priori ça fait 36. À partir de ces 36 possibilités, on peut maintenant imaginer adosser une matrice un petit peu plus complète, avec toutes les métriques, et relever par exemple qu'il n'y a pas 36 croisements possibles intéressants, mais par exemple là ce serait 24 relations possibles qui semblent pouvoir être pertinentes et faire l'objet d'analyses particulières. Alors en rouge, j'ai directement enlevé celles qui a priori ne sont pas intéressantes ou ne mènent nulle part. Par exemple, la relation entre l'indexation et l'hypertexte peut paraître assez compliquée. La relation entre le crawl et la position, c'est une relation, mais c'est une relation très éloignée. La relation, pareil, si je prends un exemple, entre l'audience et l'indexation, c'est aussi une relation, mais il y a beaucoup d'autres relations entre les deux qui, de toute façon, nous permettent de synthétiser la question. Voilà. Donc maintenant, c'est assez simple. On peut répondre à des questions assez concrètes. Parce que le problème, c'est la réponse aux questions. Alors, la question, j'ai pris une question au hasard, j'ai pris des questions en fait que tout le monde connaît, et des questions que tout le monde se pose en général dans ce genre de métier et d'activité, mais on peut imaginer, poser des questions un petit peu plus complexes sur les relations, et deux, on peut aussi imaginer des relations non plus à deux, des relations binaires, mais on peut faire des croisements ternaires si on a envie. C'est tout à fait possible. La question c'est par exemple, est-ce que les URL à indexer sont bien crawlés? Vous collectez d'un côté par exemple les logs de connexion sur votre serveur de Google. C'est un Google qui décline son identité sous forme par exemple user agent, Google bot, machin. Donc vous avez des gbots qui viennent sur vos URL, à quelle fréquence elles sont effectivement matchées par le moteur de recherche. Est-ce qu'il y a des URL qui ne sont pas matchées au niveau du crawl par le moteur de recherche? Évidemment, une URL qui n'est pas matchée par le moteur de recherche n'a aucune chance à la fin de déclencher la moindre visite, puisqu'elle ne sera ni dans l'index, ni dans les résultats de recherche. Et puis même sur un site web, on n'a pas forcément besoin de tout crawler. Vous pouvez vous éclater sur les mentions légales, mais oui, ce n'est pas l'URL centrale de l'investissement. Donc par exemple, on peut très bien imaginer crawl et indexation et avoir un résultat en fonction de ce qui apparaîtra dans l'index de Google sur vos propres URL, un croisement entre cette fameuse collecte de données par Google d'un côté et la manière dont il a indexé ce qu'il a collecté de l'autre. Ça, je dirais que c'est une étape fondamentale. D'ailleurs, il y a même des parties de gestion du métier sur certains gros sites qui n'ont aucune problématique d'autorité, type PageRank, ces choses-là, et dont le cœur d'activité consiste à vérifier que les URL sont bien crawlées le plus fréquemment possible. Parce que si votre URL a été crawlée en 2007, a priori, elle sera peu présente dans un résultat de recherche. L'URL, l'intérêt, c'est qu'elle soit crawlée le plus souvent possible, par exemple. On peut aussi poser une autre question. Est-ce que les positions observées correspondent au potentiel de la demande?
Tiens, par exemple, si vous avez chaussures de sport, si vous allez attaquer une requête, par exemple, je sais pas, valise, il y aura une très forte demande. Ça, vous allez pouvoir le vérifier. Et il y aura une demande qui sera extrêmement déclinée également, parce que la formulation des intentions est très variée. C'est-à-dire qu'on a tous des manières assez différentes de pouvoir formuler une intention. Donc, vous allez avoir d'un côté une très forte audience possible vis-à-vis d'une requête donnée, qui sera très différente d'un autre type de requête, en fonction de ce qu'on attend d'elle. En gros, globalement, plus la requête est générique, plus elle est courte, plus il y a d'audience, mais également moins il y a de conversion. C'est-à-dire si je tape chaussures, c'est pareil, c'est comme si je tapais sardine. Vous avez une offre d'information qui va attendre quelqu'un un petit peu sans savoir. C'est qu'est-ce qu'il veut avec sa chaussure. Il veut connaître la définition des chaussures et il va sur Wikipédia. Bon. S'il veut acheter une chaussure, il est très très mal parti avec son mot-clé là. Donc on peut très bien imaginer croiser le potentiel possible avec les différentes positions obtenues. L'intérêt de tous ces éléments, c'est quand on arrive à tous les croiser ensemble. A priori, on a 9 jeux de données, on a 26 relations binaires possibles, et si sur un site web, vous arrivez à obtenir un tableau complet de l'état de ces 26 relations, normalement, vous obtenez une bonne visibilité, une bonne compréhension de la manière dont le moteur de recherche à la fois traite votre site, traite la demande utilisateur et se comporte vis-à-vis de l'autorité en termes de position dans les résultats de recherche. Voilà. Et alors, si on parle d'un côté d'arbre de décision et d'algorithme, et qu'on parle en réalité de ce qui peut s'apparenter à une esquisse de base de données relationnelles, on a déjà tout ce qu'il nous faut pour travailler sur les bases d'un outil qui ne sera pas un outil d'automatisation. Je ne connais pas de... En général, quand tout est facile et tout est automatisé, ça relève plus du bandit manchot que de l'outil de pilotage. Hein. Donc là, moi, je parle juste d'un outil de pilotage. C'est-à-dire que c'est pour faciliter la collecte et le traitement de données, pour pouvoir faire les analyses adéquates, savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, écarter ce qui fonctionne, prendre ce qui ne fonctionne pas, et comment faire en sorte que ce qui ne fonctionne pas fonctionne. Voilà, c'est notre métier, c'est aussi simple que ça. Et là-dessus, je vous remercie, il reste un peu de temps si vous avez des questions. Ah oui, il y avait ça. Allez, n'ayez pas peur. Là-bas au fond. Sondé, merci. Il y a marqué merci, c'est ça? Oui. Est-ce que les clients aujourd'hui sont prêts à avoir ce genre de retour et donc tout bêtement à manquer une position en face? Vous voulez que je sois sincère? C'est comme dans tous les mariages, il y a des moments difficiles. C'est un vieux célibataire qui vous le dit, mais bon. Pas tous, non. Pas tous. Il y a différents états pour les clients. Il y a des clients assez avancés avec qui sont assez ouverts, avec qui on peut progresser sur ces questions-là, et qui ont déjà en interne une culture, voire un début de culture acquisition-analyse. Ou en tout cas, par exemple, l'importance du texte ou des choses comme ça. C'est vrai qu'il y a encore des demandes aujourd'hui avec « voilà mon URL, je veux être premier sur charpente métallique, au revoir ». Ouais. Je dis bah écoutez, moi je sais pas faire ça, il y a des bandits manchots pour ça, vous mettez des sous dans la machine et vous voyez ce qui se passe. Parce que on est obligé d'être sincère. Alors ça dépend, il y a un peu de tout dans les clients, c'est très varié. Je n'ai pas la lourde tâche de la commercialisation parce que je coulerai la boîte de mon côté, moi, si c'est ça, mais on fait ce qu'on peut pour les accompagner, oui.